Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde partie de Asbara, en tandem toujours avec Avi. Nous allons continuer justement le sujet qui était le nôtre il y a 2 semaines, à savoir les nouveaux enjeux géopolitiques autour de l'île de Taïwan et cette tension. Alors, il y a 2 semaines, avec Avi, on avait analysé un petit peu le contexte historique dans lequel est né Taïwan et dans lequel est né ce sillon de haine et d'opposition entre la Chine communiste et Taïwan. Et on avait vu que c'était un processus de longue haleine qui avait commencé déjà quasiment à la fin du Moyen-Âge, que Taïwan n'avait jamais réellement été chinoise à la manière de la Chine continentale, qui avait une identité taïwanaise propre. On avait pu admirer un petit peu les vicissitudes de l'histoire et voir dans quel contexte l'ensemble de l'intelligentsia, l'ensemble des élites taïwanaises s'était toujours élevé à divers degrés contre la Chine continentale. On avait vu l'influence du Japon, on avait vu l'influence des Européens, l'influence des États-Unis dans la forge de la mentalité taïwanaise, dans cette mentalité insulaire qui est démocratique, qui est ouverte sur le monde, qui n'est peut-être pas reconnue sur un plan juridique formel par les Nations Unies, mais qui a réellement un point d'ancrage dans le réel de sa propre société, qui n'a rien à voir, qui a des millions d'années-lumière de ce qu'on vit aujourd'hui en Chine communiste. On a vu un pays qui, s'il a connu la dictature, a connu une dictature nationaliste, qui n'a pas connu la révolution culturelle, qui n'a pas connu le leitmotiv de Deng Xiaoping, enrichissez-vous. On a vu un pays qui n'a pas connu les camps de travail, qui n'a pas connu le système d'économie planifiée. Et on a vu un pays qui est totalement intégré aujourd'hui dans l'économie mondiale et qui, s'il participe, comme tout le monde, dans cette économie mondiale, a des relations avec la Chine. Aujourd'hui, tout le monde a des relations avec la Chine, que ce soit commercial ou politique, a toujours construit son identité en opposition à la Chine et pas en association avec cette Chine-là. On a vu que dans la période très récente, il y avait eu des tentatives plutôt plus ou moins pacifistes, plus ou moins gentillettes de rapprochement, mais que aujourd'hui et maintenant, pour l'année 2022, on a atteint le sommet, on espère s'arrêter là, on n'a pas forcément envie d'une guerre nucléaire, mais on a atteint le sommet de l'antagonisme et de la haine entre Taïwanais et Chinois, et bien sûr, ça implique les États-Unis et leur vision du monde contre la Chine et leur vision du monde. Et au point de rupture, au point de rencontre de ces deux plaques tectoniques d'hyperpuissance, nous avons Taïwan. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec Taïwan, Ali ? Aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce qu'on peut craindre de cette situation ? Il y a une anecdote qui est très intéressante et qui montre finalement ce que n'aurait plus à faire la Chine si elle était première superpuissance du monde. Si elle avait damné le pion aux États-Unis et donc au Japon, par incidence. C'est l'histoire de ce porte-avions, le Kiev. Qui va être finalement le premier porte-avions de la flotte chinoise, qui va être acheté à l'Ukraine, à peine sorti finalement de son rôle de province de l'Union soviétique, a donc une indépendance et qui est toujours lié à la Russie, vend donc un porte-avions qui est mouillé dans ses eaux, mais qui doit en même temps faire attention aux technologies contrôlées par la Russie. La Russie sortie bien évidemment de l'URSS après 1991, et donc ce porte-avions fabriqué par les soviétiques en Ukraine est vendu par l'Ukraine sous contrôle russe à qui ? À une société qui se déguise sous la forme d'une entreprise de divertissement, d'un parc à thème, qui finalement doit naviguer jusque dans les eaux de Macao, et qui finalement finira en Chine, au final,
qui, au lieu de finir en musée, bien deviendra la première pièce militaire d'envergure, c'est le cas de le dire, complètement donc venu d'un pays, fabriqué d'un autre pays étranger, venu en Chine, donc à Dalian, où elle va être donc remise à niveau, puisqu'il faut dire que quand elle l'a acheté aux enchères pour 20 millions de dollars, le bateau n'était même pas terminé, il était peut-être à 70% terminé. Eux, ils vont finir donc le travail et ils vont l'armer. Ce qui, bien évidemment, n'était pas dans le contrat puisqu'ils se sont déguisés finalement sous société écran pour pouvoir l'acheter. La Russie n'est pas contente, mais c'est pas grave. La Chine et la Russie, c'est une affaire je t'aime et moi non plus. Et donc finalement, ça sera le premier fleuron de la flotte chinoise et il deviendra le Liaoning, donc nouveau navire amiral de la flotte chinoise. Et il y a quelque chose aussi de particulier, c'est que les avions qui sont sur le porte-avions, qui seront les premiers à faire leur lancement à partir de ce fleuron de l'amirauté chinoise, eh bien c'est des Sukhoi. Voilà, qui seront après deviendront des avions sinisés, donc avec des noms chinois. Et l'hélicoptère, eh bien c'est un super frelon et qui deviendra donc effectivement lui aussi. Voilà, on a une Chine donc finalement qui se déguise parce qu'on est encore dans les années, dans la fin des années 90 jusqu'à 2000, jusqu'à 2008 à peu près, qui se déguise et qui finalement c'était justement pour le premier conflit avec Taïwan en 2012 que elle révèle ses intentions réellement et elle sort le bateau, elle l'arme et depuis 2017 il est opérationnel donc comme navire amiral de la flotte chinoise. Donc on a là véritablement quelque chose que la Chine voudrait ne plus avoir à faire, c'est de passer par des sociétés écrans, de devoir se postuler de la fabrication de d'autres pays étrangers. Elle voudrait être finalement all-inclusive. Voilà. Comme les États-Unis. Voilà, comme les États-Unis. Cette volonté de se hisser, hein, là on a vu le cas d'achat d'armes et de transfert de technologie un peu forcé. Hein. Soyons honnêtes, c'est la Chine, il y a du copie et du pillage de brevets industriels à des degrés énormes. Mais si la Chine avait aujourd'hui la capacité créative et la capacité d'investissement dans le complexe militaro-industriel des États-Unis, est-ce que tu penses qu'on irait beaucoup plus vite au clash ? Si elle avait effectivement cette puissance-là, il y a deux, enfin une alternative et une autre. C'est celle où effectivement ça pourrait être une pacification de la prise de parole et des actes, parce qu'il n'y a plus d'ennemis véritablement concurrentiels. Ça serait une espèce de guerre par proxy, comme l'ont fait les États-Unis pendant très très longtemps. Mais voilà, plus de guerre chaude, peut-être des mini-guerres froides ou une guerre froide, mais voilà, elle aurait les moyens de pouvoir se payer le luxe d'être, en tous les cas, si encore on parle de déguisement, sous le voile pacifiste. Et puis il y a l'autre alternative. C'est celle de vouloir appliquer ce qu'a fait la Chine, qu'elle soit sous Ming ou sous Qing, c'est-à-dire donc après le XVIIe siècle ou avant, eh bien, ou bien après, pardon, eh bien, de vouloir être une puissance totalitaire, une puissance qui ressemble ni plus ni moins qu'à une dictature et qui n'a aucun problème pour effectivement massacrer sa propre population, en tous les cas la mettre voilà. À mettre dans l'ordre. Ordre de marche. C'est exactement, et ce que tu viens de dire est très évocateur de la situation actuelle. Dans l'idée de la Chine, ce qu'elle ferait à Taïwan et ce qu'elle annonce qu'elle va faire à Taïwan à travers des rodomontades qui deviennent de plus en plus précises, ça n'est pas envahir un pays étranger, c'est récupérer une province rebelle. Et on sait que les Chinois, quand il s'agit de mater une rébellion, on le voit actuellement avec les Ouïghours,
On l'a vu avec les Tibétains, on l'a vu avec les Mandchous, on l'a vu avec la Mongolie extérieure, on l'a vu avec Hong Kong, on l'a vu très récemment avec Hong Kong. Quand il s'agit de mater une rébellion, ça ne rigole pas. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'autre solution que la victoire de l'armée de la République populaire de Chine. Et ce gap technologique dont on parlait, et qui est extrêmement important pour comprendre jusqu'à quel point on peut se tirer dessus, jusqu'à quel degré on peut envisager de se tirer dessus, il est en train d'être comblé par la Chine. Alors, évidemment, les États-Unis restent, en termes d'investissement et en termes de matériel, l'hyperpuissance la plus effective dans le domaine militaire, mais la Chine est en train de résoudre ce qu'on appelle en géopolitique le complexe de Zheng He. Zheng He, c'était un amiral chinois qui avait peut-être armé la flotte la plus importante en 1410, il me semble, 1410, entre 1410 et 1430, qui avait fait le tour de tous les pays riverains, on dit même qu'il serait parti jusqu'en Afrique. Et quand il était revenu voir l'empereur Ming à l'époque, l'empereur Ming lui a dit « ça m'intéresse pas, moi je suis une puissance terrestre ». Dans le cas de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, on avait un petit peu ce duel qu'on appelle, une expression qui date des guerres napoléoniennes, du chat et du poisson. D'un côté, on a une puissance terrestre, avec une forte armée de terre, avec une puissance lourde en termes d'armée de terre, et de l'autre côté, on a une puissance maritime qui, elle, peut projeter des forces plus facilement. Ce rôle-là, pendant les guerres napoléoniennes, c'était la France qui était la puissance terrestre, et c'était le Royaume-Uni qui était la puissance navale. Quand ensuite il y a eu la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, les États-Unis étaient bien sûr la puissance maritime, avec 2 flottes, puis 6 flottes, puis 7 flottes partout dans le monde, et des possibilités de déploiement. Et l'URSS était, avec ses divisions blindées de chars lourds, ses missiles à projection, la puissance terrestre. La Chine est un peu dans le contexte de l'URSS. Quand on regarde, il suffit de regarder une carte, vous regardez la façade maritime de la Chine, elle est certes importante, mais elle est sur le même angle. Et la Chine, c'est avant tout une puissance terrestre aujourd'hui, si on prend le ratio militaire. Les États-Unis, à contrario, c'est une puissance maritime. Il y a très peu d'ennemis terrestres des États-Unis à proximité. Il y en a aujourd'hui aucun. C'est pas le Canada ni le Mexique qui vont menacer les Américains. Aujourd'hui, les menaces, elles viennent de la Chine et de ce qu'on appelle les États voyous. Or, la Chine, rappelons-le, le principal État voyou en termes d'équipement, la Corée du Nord, c'est quand même nominativement un allié de la Chine. Donc, ce gap que tu as évoqué avec le porte-avions chinois est en train d'être comblé. On n'acquiert pas des porte-avions pour faire mumuse au milieu de l'Asie centrale. On n'achète pas des porte-avions, on ne développe pas des navires de débarquement pour aller conquérir le Kazakhstan. Ça n'a pas de sens. Ce que la Chine veut faire, c'est devenir une puissance maritime. Et elle devient une puissance maritime dans des endroits qui sont très, très, très particuliers, très anecdotiques. Les îles Spratly, elle essaye de pénétrer dans l'espace Indo-Pacifique. Et le principal point de discorde dans cette politique d'expansion maritime, c'est une île qui compte plusieurs millions d'habitants, qui a un système militaire extrêmement fort. On rappelle les Taïwanais, comme les Coréens du Sud, comme les Singapouriens, ont à peu près le même système de conscription qu'Israël. Donc tous les hommes sont susceptibles d'être mobilisés, tous les hommes font un service militaire, tous les hommes sont entraînés à la guerre, les femmes également, depuis peu, ont été intégrées au système de défense de Taïwan. Taïwan a des alliés directs, comme la Corée du Sud et le Japon, des alliés en hyperpuissance, comme les États-Unis, et des alliés indirects bizarres, comme le Vietnam, vous n'aurez pas pu soupçonner de ce point de vue-là, mais qui retrouve Taïwan sur la politique anti-chinoise au niveau maritime. Et tout ça, la Chine est en train de rebattre les cartes, mais ça commence par Taïwan. On a vu la Chine tenter plusieurs occupations d'îlots. Si un jour, le glaive de la superpuissance chinoise doit frapper, ce sera sur un territoire qu'elle n'a cessé depuis 1949 de clamer comme le sien. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme étalage de force entre la Chine et Taïwan? Il y a une image qui est frappante et qui nous ramène à l'histoire. C'est celle de ces
deux frégates là, américaines qui sont passées donc il y a quelques jours par le couloir international qui sépare et la Chine continentale de Taïwan. Ça rappelle finalement la Seconde Guerre mondiale, où au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc les Japonais restituent donc Taïwan en fait, ils restituent pas, ils laissent. Et voilà, ils laissent Taïwan. Et les Américains ne s'y opposent pas. Sauf que 24 et 25 juin 1950, on a le franchissement du 38e parallèle par la Chine. Et là, tout de suite, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des bateaux, effectivement, entre Taïwan et la Chine continentale. On est effectivement ici dans l'illustration de ce que tu dis à propos de cette domination maritime, et en même temps sur un rappel que toute cette partie du monde qu'est l'Indo-Pacifique, donc l'Inde, côté, c'est bien sûr le nom indien qui est rappelé, hein, mais qui rappelle donc l'histoire des Indes orientales, etc. Et puis donc Pacifique, qui est bien sûr important pour les Américains et qui, tu l'as rappelé aussi, au sortir de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, finalement, lui assure une domination très importante dans le Pacifique, avec un pôle australien qui lui garantit donc l'hémisphère sud, et puis les Philippines qui, sur le passage, donc est aujourd'hui à recevoir la 7e flotte et le siège de la 7e flotte américaine. Donc c'est dire que l'Amérique tient, et dans l'histoire et aujourd'hui, à cette image d'être l'hyperpuissance de cette région et ne pas céder le terrain. Et on l'a vu avec cette image assez impressionnante où les Américains, depuis Bush, avaient complètement abandonné le programme de voyage vers la Lune. Les Chinois s'emparent du sujet. Finalement, on en arrive à cette situation d'aujourd'hui, et ça a réveillé l'ours américain. Alors, il y a celui soviétique d'hier et il y a maintenant l'ours américain d'aujourd'hui, et qui aujourd'hui ont accéléré tant le programme que il est effectivement en passe d'être réalisé par les Américains. Les Américains savent que l'enjeu est effectivement là. Et je pourrais rajouter, pour terminer, que même dans les deux politiques opposées, s'il en est, de Trump et de Joe Biden, eh bien, on avait ce poids et cet enjeu pacifique, et de la domination sur le Pacifique, qui était partagé. Même si on a vu Donald Trump vouloir effectivement vouloir affaiblir davantage peut-être la Russie, Joe Biden peut-être dans son sillage, mais Joe Biden, c'est effectivement, comme Donald Trump, bien évidemment, d'affaiblir la Chine qui est en filigrane. Alors c'est intéressant hein, que tu amènes justement les politiques comparées de Trump et de Biden. En fait, la question, c'est de se dire à quel moment c'est devenu pour les États-Unis la top priorité de s'occuper de la Chine, et forcément, ça impliquera toute action américaine vis-à-vis de la Chine passe par cette pomme de discorde de Taïwan. Jusqu'à George Bush, on pouvait considérer que la Chine, c'était un atelier, un rival commercial, un pays en devenir, comme Malraux disait, hein, quand la Chine s'éveillera. Pour les États-Unis, c'était avant tout l'aspect économique qui menaçait leur hégémonie. Et à partir de Barack Obama, il y a eu une redistribution des forces en termes militaires. On a drastiquement baissé le volume des flottes atlantiques et on a augmenté le volume de la flotte du Pacifique. Faut voir la différence aussi des armements. L'essentiel des forces de projection reste toujours dans le Pacifique. C'était l'erreur que les Américains avaient commis
encore qu'elle n'a pas été exploitée par les Japonais à justement Pearl Harbor, c'était de dire que on fait des porte-avions pour attaquer, on ne fait pas des porte-avions pour défendre. Porte-avions, ça n'a aucun intérêt en termes de défense. Si on a des porte-avions, c'est pour projeter des forces et aller détruire la menace à l'avant. Donc ça, c'était le propre des États-Unis, d'entretenir des flottes de porte-avions dans la flotte pacifique, justement pour avoir à tout moment la possibilité d'intervenir. Ça a pu être au Vietnam, ça a pu être en Corée du Nord, mais aujourd'hui, il n'y a quasiment que centré sur l'hégémonie chinoise. Et de l'autre côté, les Chinois qui répliquent en créant leurs propres porte-avions aujourd'hui, qui ont bien évolué depuis l'époque où ils les achetaient aux Russes et tout ça, et qui aujourd'hui veulent contester ça. Donc on a, à partir de Barack Obama, cette politique américaine de dire la top priorité, le conflit, beaucoup plus que le conflit avec l'islam fondamentaliste, beaucoup plus que le conflit avec l'État islamique, beaucoup plus que n'importe quoi, le conflit fondamental qui remet en cause la domination américaine, c'est l'aspect pacifique, c'est le conflit pacifique. Ça s'ajoute aussi à une redistribution de la population américaine. La population américaine se déplace vers l'ouest et vers le sud. Il y a de moins en moins, il y a une ligne de population depuis l'existence des États-Unis. Cette ligne de population a franchi le Mississippi il y a très récemment, ce qui veut dire que la population américaine se déplaçant vers l'ouest, on est beaucoup moins concerné en Californie par ce qui peut éventuellement se passer en Ukraine ou en Russie, et beaucoup plus par ce qui peut se passer sur les rives du Pacifique. Et ce sentiment de ça va passer par Taïwan, de c'est conditionné par la politique taïwanaise, est fondamental. Donc, on a les forces américaines, on a les forces chinoises. Toute l'inconnu, c'est de se dire, si la Chine attaque de manière frontale Taïwan, que se passera-t-il? Si les États-Unis n'interviennent pas, ce sera un bain de sang épouvantable pour les civils taïwanais, mais ça coûtera plusieurs centaines de milliers, voire des millions de soldats à l'armée de République populaire de Chine. La Chine étant un régime totalitaire, c'est quelque chose qui est envisageable. Perdre des millions de soldats, c'est envisageable pour la Chine. Ce ne serait pas envisageable pour les États-Unis ou pour une puissance occidentale, opinion publique oblige. La question, c'est de savoir, si les Chinois franchissent la ligne rouge, que feront les États-Unis? Toi, selon toi, quelle serait la réaction américaine à un débarquement amphibie à Taïwan? Alors, d'abord, c'est l'une des questions les plus essentielles et la plus partagée, la question amphibie, l'invasion amphibienne. Et d'ailleurs, pour cela, les Taïwanais, aidés d'ailleurs des Américains et des Japonais, mais aussi, paradoxalement, dernièrement, avec l'Indonésie, puisque des manœuvres ont eu lieu en Indonésie juste après les manœuvres chinoises du début août, de ce mois d'août, début août, en réponse à la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Il y a eu de grandes manœuvres donc qui se sont organisées donc en Indonésie, qui est un pays majoritairement musulman, mais qui, avec les Philippines, donc finalement partage, et aussi, tu en as parlé tout à l'heure, avec le Vietnam, un de ces petits dragons, la peur de la Chine. Ouais. Et donc, finalement, cette invasion amphibienne est dans l'esprit de tous et fait l'objet d'études militaires très conséquentes. Alors, deux alternatives. Il y a l'alternative bombardement, et ça, les Chinois, comme les Russo-soviétiques, donc ont l'habitude de ne pas faire dans la dentelle. Ils bombardent. Sauf que, je crois que les téléspectateurs de Tandem l'auront compris, Taïwan est singulière. Et c'est une histoire qui s'est faite vraiment à coup d'invasion et à coup j'allais dire, de sentiments forts, nationalistes, qui s'est creusé au fil des années, et puis avec cette alternative qu'ils ne veulent pas tomber dans le giron du totalitarisme chinois. Et voilà que finalement, ces simulations, c'est les Chinois tirent contre les Taïwanais, bombardent de manière incessante avec des moyens énormes, un peu
à la Russe d'aujourd'hui, à la Russe du Poutine, mais la résistance taïwanaise est exceptionnelle. Et en même temps entraînée. Tu l'as dit, il y a des réservistes qui fonctionnent très très bien et ils font régulièrement des entraînements justement et au bombardement. Y compris dans l'armée de l'air. Hein. Et y compris dans l'armée de l'air. Une action contre Taïwan de la part de la Chine, ce ne sera pas des cieux ouverts. Ce sera des combats en dogfight qu'on n'a pas vus depuis les guerres du Moyen-Orient, depuis la guerre de Kippour. Ça fait depuis la guerre de Kippour qu'il n'y a pas eu de combat avion contre avion de manière directe entre deux nations industrialisées. La guerre en Ukraine a prouvé que la puissance d'une puissante aviation est fondamentale pour sanctuariser le territoire. Les Ukrainiens face aux Russes n'ont pas ça. Les Taïwanais face aux Chinois l'ont. Et ça peut changer toute la donne. Ils ont passé, et il faut dire aussi que il y avait on a parlé dans la première partie de cette singularité taïwanaise qui avait trouvé son chemin pour avoir sa propre identité recherche et développement, identité technologique reconnue par tous comme l'une des premières au monde. Finalement, ils ont acheté là où il y avait le mieux. On se rappelle des fameuses frégates taïwanaises, donc vendues. Frégates françaises, oui. Frégates françaises et devenues taïwanaises, donc et qui ont fait l'effet d'un problème politique en France. Hein. Donc, mais on sait aussi que la technologie qui a été partagée par les Japonais et par les États-Unis est absolument over the top, hein, très très haute. Et puis, il y a cet esprit, je le disais, cette résilience qui existe sur l'île de Taïwan et qu'on ne retrouve pas en Chine continentale. C'est vrai. Et puis, il y a la deuxième alternative, c'est le blocus. Les Chinois faire un blocus total. Y compris des côtes orientales qui donnent vers les États-Unis. Par exemple, ils vont prendre les îles, il y a 13 îles, 160 îles, pardon, non, c'est 160 îles, je crois, hein, je dis pas de bêtises. Mais il y en a deux îles principales, les îles, j'ai le nom en espagnol, Pescador. Ratley. Oui, et Penghu en chinois, et puis Matsu. Donc, ils prennent ces deux îles-là, effectivement, ils placent, comme ils l'ont fait lors des dernières manœuvres du 4 août. Donc, ils ont effectivement disposé comme s'ils allaient tenir un blocus. Rien ne nous empêche d'ailleurs de combiner un peu des deux, mais enfin bon, pas trop. Mais ce blocus, c'est là peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel les études sont aujourd'hui assez intéressantes. C'est qui sortirait véritablement vainqueur? Parce que les Chinois sont effectivement beaucoup plus puissants, il n'y a pas de commune mesure. Même si les autres ont cette singularité et cette puissance technologique. Il n'empêche que, bon, il n'y a pas photo sur le nombre de divisions, et bien sûr, j'ai rappelé l'anecdote, le nombre de divisions, etc. Mais, sauf que, est-ce que la Chine peut se permettre, à l'instar du Covid, finalement de geler son économie, ses rapports. Tu l'as dit, avec le transport commercial, sachant que faire un blocus, c'est en même temps donc devoir tenir contre la libre circulation des Américains donc jusqu'à l'hémisphère sud, à savoir donc l'Australie. Ça créerait un problème effectivement ici multipolaire. Donc ce n'est pas rien et en même temps pour l'économie chinoise qui commence d'ailleurs à montrer un peu comme la Russie d'ailleurs des signes de ralentissement. Donc c'est pas gagné. Donc voilà, deux alternatives. Elles sont étudiées aujourd'hui et je crois par les deux états-majors que sont les États-Unis et la Chine. On réfléchit bien évidemment à cela, bien évidemment Taïwan au premier chef. Je pense que l'avenir immédiat nous dira comment ces lignes-là vont bouger. Des lignes rouges américaines, des lignes rouges chinoises, chacun ignore celle de l'autre. Le problème, c'est que c'est quand les lignes rouges se rencontrent que les barils de poudre explosent. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain volet d'Asbara. À bientôt sur Tandem TV.